Bon, bien, bonjour à tous. Et je suis heureux d'avoir l'occasion donc d'évoquer avec vous ce roman, dont voici la grande édition et l'édition de poche, puisque l'édition de poche a aussi paru. Alors, un grand merci à l'Atelier de littérature contemporaine de me permettre de parler de ce coup de cœur. Donc, un grand merci aussi à ma lectrice, fidèle lectrice Maria-Louisa, qui nous donnera à entendre plusieurs passages du roman. Alors, j'ai fait un montage, j'allais dire, au final, j'ai presque réécrit, parce qu'évidemment, j'ai mis l'accent sur un certain nombre d'aspects du roman, et puis je laissais tomber d'autres pans. On ne peut pas tout faire dans une présentation, donc il fallait faire des choix. Donc si vous le lisez, ou si vous l'avez déjà lu, eh bien, vous allez entendre peut-être quelque chose qui sera un peu différent de l'impression que vous avez pu avoir. Voilà. Alors, pour moi, il s'agit d'un coup de cœur. Je l'avais repéré en librairie quand il a apparu en France, et j'avais été séduit par la couverture. Et puis, la couverture était, je trouvais, particulièrement bien faite, chez un éditeur qui n'était pas un des très des plus grands. Et puis, j'avais feuilleté un peu, comme je fais d'habitude, à la boîte à livres, et j'avais été là refroidi par le toit des premiers chapitres. Alors, je me suis dit, et puis ensuite, j'avais regardé un peu de quoi était question, me suis dit, misère, encore un de ces romans du ghetto, et avec des tics d'écriture, avec le toit, dans la lignée peut-être où, rappelant le nouveau roman, je me suis dit, oulala, peut-être à éviter. Et puis je ne sais pas comment les choses se sont faites, peut-être ai-je entendu Éric Chacour, peut-être ai-je lu un article élogieux, et puis c'est là que tout a commencé, et depuis, je ne l'ai pas quitté, si j'ose dire, je l'ai lu, relu, re-relu, puisque quand un livre me plaît, je recommence tout de suite, généralement à la page 1, et puis ça peut se faire plusieurs fois. Voilà. Alors, c'était une découverte, donc, pour tout le monde, pas seulement pour moi et pour tout le monde, puisque c'est un premier roman. C'est un premier roman d'un auteur canadien, francophone, de 42 ans. Vous vous demandiez tout à l'heure quel âge il a 42 ans, cet homme-là. Et donc, ce roman a paru d'abord au Québec, bien entendu, chez un petit éditeur chez Alto, et en janvier 2023. Et puis, il est arrivé sur le continent, chez nous, donc, en août 2023. Vous voyez, donc, quelques mois après. Et donc, ça a été un succès quasi immédiat. Ça a été un succès quasi immédiat. Il y a plusieurs prix qui sont d'une récompensés. Et je propose que, en introduction, eh bien, nous découvrions donc Éric Chacour lui-même, qui va nous dire quelques mots tout à fait pertinents de son roman. Alors, j'ai choisi, parmi la multitude d'entretiens télévisés qui sont disponibles sur Internet, j'ai choisi cet entretien qu'il a donné à la télévision canadienne. Ça me semblait intéressant. Vous voyez déjà que la couverture n'est pas la même. Alors, c'est parti, en priant le bon Dieu que tout marche, le son. Éric Chacour, vous avez 39 ans, vous êtes en nomination pour le prix féminin et le prix Renaudot. Ça vous a pris 15 ans écrire votre tout premier roman, Ce que je sais de toi. Donc, dans un premier temps, pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Et puis, qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être en nomination pour deux des prix les plus prestigieux? Alors, pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Je pense que personne ne m'attendait, donc je prenais mon temps. Ça fait plusieurs années que j'écris, mais j'écris vraiment dans le désordre, j'écris comme ça me vient. Et j'avais juste envie de terminer un jour. Je n'avais pas forcément d'objectif de publication. Et pour ce qui est du Renaudot et du féminin, oui, c'est sûr que c'est des nouvelles assez folles. Donc je suis encore assez incrédule de tout ce qui arrive, mais non, c'est vraiment chouette. Votre parcours est absolument fascinant parce que vous êtes né à Montréal, de parents égyptiens. Vous n'avez pas étudié en littérature, mais plutôt en économie et en finance. Alors, dans votre roman, pourquoi vous vous êtes intéressé au Levantin, c'est-à-dire la communauté syro-libanaise de l'Égypte? Les amis de mes parents, ce que mes oncles, mes tantes me décrivaient, ça me fascinait de voir cette espèce de culture francophone, cette petite bulle de France qui était dans les grandes villes égyptiennes, et j'avais envie de raconter ça, j'avais envie d'ancrer mon récit dedans. Et je trouvais aussi que le déclin de cette communauté, qui a commencé à quitter l'Égypte à l'époque de Nasser,
Ça servait de jolie toile de fond au déclin de mon personnage principal, Tarek, qui lui-même va quitter l'Égypte. Votre Voilà. Ça suffira pour l'introduction. Il n'y a pas quelque chose qui vous frappe dans cette interview? Il n'a pas d'accent. Exactement. Mais évidemment, il n'a pas d'accent canadien. Et c'est une interview qui a été donnée à la télévision canadienne. Donc lui, il a un accent de là-bas, j'allais dire, et Chakour n'a aucun accent, tout simplement parce qu'il a aussi vécu en France. Et puis, dans sa famille, on parlait, évidemment, le français le plus pur. On parlait le français de France. Donc, vous voyez déjà le contraste. Et j'ai constaté que il n'a jamais d'accent canadien, parce qu'il y a pas mal de Canadiens qui sont capables d'avoir les deux accents. Quand ils viennent en France, ils laissent tomber leur accent, qui nous paraît un peu folklorique, et donc, ils sont capables, donc, selon le pays, mais lui, Chakour n'a pas d'accent. Alors, commençons par ce que n'est pas le roman. Commençons par ce que n'est pas le roman. Alors, ça n'est pas un ouvrage militant. Ça n'est pas un ouvrage militant. Contrairement à ce que j'avais pu penser la première fois, ça n'est pas un ouvrage LGBT, ça n'est pas une autofiction, genre à la mode, comme vous savez, ça n'est pas non plus un livre qui cherche à cocher des cases, avec des sujets, donc, à succès, avec des thèmes à succès. On est loin des recettes, qui font recette auprès des éditeurs, voyez-vous. Ça n'est pas non plus un procès intenté à ce qu'est devenu l'Égypte, c'est-à-dire à Nasser, et ses successeurs, à Sadat et puis à Moubarak. Donc ce n'est pas un requiem pour l'Égypte en quelque sorte. Ce n'est pas non plus un ouvrage prétentieux. Et c'est ça qui m'a aussi beaucoup séduit, avec des références toujours les mêmes, en fait, pour montrer qu'on se situe en altitude, qu'on a lu Proust, qu'on a lu Joyce, qu'on a lu Céline, Kafka, Musil, et pourquoi pas Hermann Broch. Et bon, ça n'est pas le genre de ce roman. Et plus sérieusement, c'est quelqu'un qui ne se croit pas obligé de présenter en quelque sorte ses lettres de créance littéraire pour être reconnu. Et c'est tant mieux pour nous. Alors, deuxièmement, ce que n'est pas Éric Chakour, ce qu'il n'est pas. Il n'est pas un grand lecteur de son propre aveu. C'est extraordinaire de pouvoir confier ça dans un entretien télévisé, de dire, bon, écoutez, vous savez, j'ai assez peu lu, je ne suis pas grand lecteur. Alors, je trouve ça très touchant, cette forme de sincérité, cette forme d'authenticité, puisque on imagine mal un jeune auteur français sur un plateau de télé disant « je lis pas ». Je pense que sa carrière littéraire en serait quand même endommagée. Donc, ou peut-être en France, a-t-on une indulgence particulière dans les salons, pour le Huron, enfin que sais-je. C'est peut-être aussi une indulgence spéciale. Bon, il n'est pas, plus sérieusement, il n'est pas écrivain de métier. C'est quelqu'un qui travaillait dans un poste à responsabilité dans une grande banque canadienne. Et puis, qui écrivait pour le plaisir. Il écrivait pour le plaisir, et un beau jour, il s'est décidé à publier. Ça n'est pas non plus un homme de réseau, c'est-à-dire qu'il sait comment faire pour se faire éditer. Bon, alors maintenant, après avoir essayé de cerner ce que n'est pas le roman, ce que n'est pas Chakour, essayons de voir un peu ce qu'est Chakour. Alors, c'est quelqu'un qui écrit pour lui, qui écrit pour le plaisir de raconter. Il n'a rien à prouver. Il n'a pas à montrer qu'il est écrivain. Il n'a pas non plus à faire dans le discours convenu, vous savez bien, comme font un certain nombre d'auteurs, l'urgence de l'écriture, mes personnages m'ont échappé, et je passe le détail. C'est quelqu'un qui aime la langue classique. C'est quelqu'un qui aime la langue classique, une langue classique sobre. Et loin des coquetteries germano-pratines, j'allais dire, dans l'air du temps. Alors, cette langue sobre nous vaut beaucoup d'ellipses, beaucoup de non-dits, beaucoup de pudeur aussi dans l'écriture. Et pour le lecteur, évidemment, ça donne la possibilité, la liberté de combler les vides, de bâtir des hypothèses, de formuler des conjectures. Alors, l'accent dans ces entretiens est mis sur l'architecture. Lui, il se définit d'abord et avant tout comme un architecte, c'est-à-dire qu'il va passer beaucoup de temps à élaborer un plan, une structure. Donc,
ce qui lui permet d'écrire ses chapitres dans le désordre, puisqu'il sait exactement dans son plan détaillé qu'il aura ça, ça, ça et ça dans ses différents chapitres. Alors, 50 chapitres au total, mais qui n'ont pas été écrits dans l'ordre chronologique. Et 3 parties, une première partie intitulée « Toi », la deuxième « Moi », la dernière « Nous ». Tout cela est savamment structuré. Ensuite, qu'est-ce que ce roman? Donc, quatrièmement, ce que je sais de toi. Eh bien, c'est comme il le dit d'ailleurs, c'est une ode à l'amour. C'est une ode à l'amour. C'était d'ailleurs la parole d'un lycéen, c'est-à-dire qu'il a beaucoup commenté son roman pour des lycéens, et un lycéen lui a dit « Mais votre roman, c'est une ode à l'amour ». Il a dit « C'est exactement ça, je n'y avais pas pensé, mais on ne peut pas mieux le définir ». Donc je vous livre la citation. C'est un amour impossible, bien évidemment, voué à la brièveté, à l'éphémère. Alors, il a également beaucoup pensé au théâtre. Il cite aussi Roméo et Juliette, par exemple. Et il a beaucoup pensé au théâtre, ce qui, évidemment, a des incidences dans la constellation des personnages. On a des personnages qui sont assez peu nombreux et qui agissent un peu comme au théâtre. Nous aurons l'occasion de rappeler tout ça. Alors, à Roméo et Juliette, on pourra ajouter, bien entendu, la Dame aux camélias, Traviata, si vous préférez, la Dame aux camélias. Donc, c'est-à-dire le drame de l'amour partagé, mais sacrifié à l'égoïsme bourgeois et sacrifié à l'ordre social. Bon. Un tout petit mot avant de passer au texte sur la réception. Alors, à sa grande surprise, ce roman a eu beaucoup de succès auprès des jeunes. Ce qui était inattendu pour lui, puisque la langue est une langue classique, donc a priori sans relâchement pour faire jeune, si vous voulez. Et deuxièmement, le cadre, c'est celui de l'Égypte des années 60 à la fin du millénaire. Et donc, a priori, c'est une période qui est étrangère aux gamins. Et donc, néanmoins, le roman est très bien passé auprès des jeunes. Formidable, quand on dit que les jeunes ne lisent pas. En tous les cas, s'ils ne lisent pas, ils lisent les bons ouvrages. Ben oui, c'est ce qu'ils vont en conclure. Bon, alors maintenant, passons au personnage principal, au protagoniste, un certain Tarek. Donc, Tarek, eh bien, c'est lui qui fait l'objet du toi, du tu, de ce vocatif en quelque sorte permanent, voyez-vous, et qui occupe toute la première partie sous cette forme-là, c'est-à-dire sous le forme tu et toi. Alors, qui est-il? Ben, c'est un médecin sérieux, c'est un médecin réputé, qui a une trentaine d'années, 34 ans très précisément, quand au moment des premiers textes là, que nous allons lire. C'est quelqu'un qui est discret, qui a fait ce qu'on attendait de lui en fait, ce qu'attendait de lui la famille, la communauté et la société. Donc, il a tout bien fait, en bon garçon, en bon élève, en quelque sorte. Et son père voulait faire de lui un médecin, il est devenu médecin, il est devenu neurochirurgien. Bon, il a tout fait mieux que le modèle. Mais il mène une existence routinière. Une existence routinière, donc il se partage de la façon suivante. Les consultations à son cabinet, dans le quartier chic du Caire, le quartier de Doki. Le quartier chic, donc, est dans la villa, c'est une grosse maison familiale, une grosse villa, et donc, au rez-de-chaussée, eh bien, il y a le cabinet de consultation, et qui occupe l'essentiel de son temps. Bon. Il travaille une journée par semaine à l'hôpital américain, histoire de se donner un peu de prestige en tant que neurochirurgien, et puis, une bizarrerie en quelque sorte, eh bien, il travaille une journée par semaine au dispensaire de Mokattam. Alors, ce dispensaire, c'est lui qui l'a fondé. C'est en quelque sorte ses bonnes œuvres. Alors, le quartier de Mokattam, c'est le quartier pouilleux du Caire. C'est le quartier vraiment où personne ne va. Et donc, il y va, bénévolement, bien entendu. Il s'est marié aussi, bon, sans grande conviction, à une certaine Mira, qui est la seule femme qui apparaît dans le roman, et dans sa vie, apparemment. Il mène une existence donc calme, au milieu de toutes ces femmes, c'est-à-dire sa mère, désignée par Mémie dans le roman, sa sœur, Nesrine, et puis son épouse, Mira, donc, et... Pardon ? Et la bonne, justement, Fateya, qui joue aussi un rôle important. On y reviendra. Alors,
Il a une puissance rangée, c'est quelqu'un qui n'est pas volage. Comme disaient les dames d'autrefois, c'est quelqu'un de sérieux dans son ménage. Et ça a une incidence évidemment pour la suite, vous le savez. Et donc, c'est un homme discret et un homme de peu de mots, par un grand expansif. Bon, alors tout de suite, nous allons voir d'un peu plus près le texte lui-même. Lorsque tu arrivas au Mokattam ce soir-là, la foule était massée devant le dispensaire. Tu avais bien 40 minutes de retard, mais tous ici savaient que tu venais le mercredi et n'y aurais dérogé pour rien au monde sans les prévenir. À mesure que tu t'éloignais du centre du Caire, tu te sentais porté par un second souffle qui te faisait oublier les efforts d'une journée commencée près de 12 heures plus tôt. Tu garas ta voiture à côté du bâtiment, et rapidement, les odeurs familières des déchets brûlés se firent sentir. Méprisant le semblant de queue censé régir l'ordre de passage, certaines personnes s'approchèrent de toi pour t'expliquer leurs problèmes. Ils se firent bien vite reprendre par ceux arrivés plus tôt. Tu jetas un coup d'œil furtif à la foule, distingua quelques cas qui te semblaient prioritaires, jeunes enfants, personnes âgées ou visiblement affaiblies, situations d'urgence, et commença tes consultations. Encore aujourd'hui, il t'arrive de repenser à cette soirée. Tu avais fini de remplir le dossier médical de la dernière patiente et le classer méthodiquement dans ton armoire. Tu appréciais la relative quiétude de l'instant. La fenêtre ouverte laissait filtrer un air plus frais entre les mailles de la moustiquaire. Par-delà les toits des habitations voisines que le sable rendait monochrome, ton regard s'arrêta un instant sur les lumières du Caire que tu surplombais. Elle te faisait l'effet d'une danse vaguement rythmée par l'écho de la circulation qui te parvenait de loin. Tu débranchas le ventilateur, referma la fenêtre, éteignit la pièce et te dirigea vers la porte. Alors que tu tournais la clé dans la serrure, tu sursautas en percevant un mouvement dans ton dos. Tu te retournas aussitôt et distingua une forme humaine sortant de l'ombre. À sa corpulence fluette, tu la pris d'abord pour une fille, avant de comprendre qu'il s'agissait d'un jeune homme qui ne devait pas avoir 20 ans. Il ne disait rien, mais ses yeux te fixaient. Sur le moment, tu adoptas une raideur méfiante. S'il ne faisait pas si sombre, tu aurais pourtant vu qu'il n'y avait ni menace ni domination dans ce regard. « Je peux t'aider, mon garçon ?» Il se mordit la lèvre. « C'est toi le docteur ?» Sa voix basse et posée tranchait avec son physique d'adolescent. Tu hochas la tête en signe d'approbation. La pression venait de retomber. Elle laissait place à la fatigue d'une longue journée qui prenait fin. Après t'être assuré que la porte du dispensaire était bien fermée, tu lui indiquas que ta tournée était terminée, mais que tu reviendrais la semaine prochaine. Regrettant ta réponse, tu te repris et lui demandas en quoi tu pouvais lui être utile. « C'est ma mère. Je crois que tu devrais la voir. Elle ne sort pas. On habite un peu plus bas. » Il tenait dans sa main droite quelques billets froissés qu'il te tendit. Rien dans son attitude ne semblait indiquer qu'il te demandait une faveur. Sans doute s'agissait-il du fruit de mois de privation. Tu espéras qu'il n'avait pas lu dans tes pensées, le remercia, lui fit reprendre ses billets et lui indiqua le chemin de ta voiture. Ali te secondait lors de tes permanences au Mokattam, et tu le raccompagnais ensuite chez lui, où vous passiez le restant de la soirée avec sa mère. Il se rendait au dispensaire une demi-heure avant toi pour repérer les cas prioritaires dans la file qui se formait. Ceux-là étaient conduits dans la salle d'attente où ils pouvaient s'asseoir en attendant leur tour. Ali apprenait vite. Il avait la main preste, et tu avais rarement besoin de lui montrer plus d'une fois un geste pour qu'il le reproduise correctement. Il prenait le pouls, le poids, la température, avait à cœur de bien faire, ne semblait jamais incommodé par une odeur ou par la vue d'une plaie. Tu te surprenais à user des mêmes conseils et explications que ton père lorsque celui-ci t'enseignait ce métier. Tu t'entendais parfois reprendre jusqu'à ses intonations, comme si à travers toi
Il refusait de n'être plus. Au bout de quelques mois, l'idée qu'il t'accompagne à ton cabinet de Doki finit par s'imposer. De même que tu avais affirmé ton apprentissage en secondant ton père, Ali y trouverait certainement l'occasion de découvrir ce métier dans de bonnes conditions. Cela pourrait se faire à raison d'une fois par semaine, la journée précédant ta permanence au Mokattam. Tu n'avais pas souvenir d'avoir vu Ali sourire autant qu'au moment où tu le lui proposas. Avec de vrais clients? On dit des patients, Ali. Et ceux du Mokattam sont aussi de vrais patients, tu sais. Quand je vois combien ils attendent, je pense qu'ils sont plus patients que n'importe qui. Non, tu n'as pas compris. Des patients qui payent, quoi. Il avait le regard d'un jeune exaspéré de se faire reprendre sur la forme par quelqu'un qui a parfaitement saisi le fond. Tu t'en voulus un peu d'avoir inutilement altéré son sourire. Et en quoi est-il important qu'ils payent? S'ils payent, c'est qu'ils ont le choix. Et s'ils te choisissent, c'est que tu es bon. Et si tu me demandes de t'accompagner, c'est que tu penses que je suis assez bon, moi aussi. Alors, la mère d'Ali, qu'il va visiter toutes les semaines, fait prise d'affection pour Tarek. Et elle est atteinte d'une maladie incurable, héréditaire, la maladie d'Huntington. Et nous allons voir tout de suite là où ça conduit. 15, peut-être 20. On n'était guère plus pour accompagner le corps inerte de la mère d'Ali dans sa dernière promenade. Le soleil a séché la terre de son implacable indifférence. Il n'y a de Dieu que Dieu et Muhammad et son prophète. La poussière des pas traînants formait un nuage dense qui s'imprimait sur les peaux humides. Il n'y a que ni Dieu, il n'y a que Dieu. Oui. Ali faisait partie des 4 porteurs qui soulevaient le cercueil. Tu ne connaissais pas les 3 autres. Des gouttes de sueur perlaient sur son visage rasé de près. Elle lui parcourait le cou en épousant sa jugulaire. Il ne laissait transparaître aucune émotion, mais derrière chaque déglutition, tu croyais déceler sa gorge serrée par la tristesse, ou bien par le sable. Le Caire laissait entendre au loin son vacarme impénitent. Ici le silence, là-bas le bruit, là-bas la vie, ici l'après. Face à l'affairement de millions d'individus, que pèse le recueillement de 20 personnes? 20, peut-être 15. Quand tout fut terminé, tu lui proposas de le raccompagner. Le soleil déclinait. Il accepta d'un mouvement de tête. Le bruit étouffé de vos pas, qui évitaient de soulever inutilement la poussière, vous accompagna jusqu'à la voiture. En ouvrant la portière, une exhalaison de cuir réchauffé s'échappa. Ali ne disait rien. Tu tournas la clé. Un raclement de moteur accompagna la cassette qui reprit sa musique à l'endroit où elle s'était arrêtée. Ce bruit soudain te fit tressaillir. Tu coupas le son. Ali ne réagissait pas. Le front appuyé à la vitre de sa portière, il t'offrait la vue de son dos humide. Sa chemise collait à ses omoplates saillantes. Tu aurais voulu percer son mutisme, deviner les mots qui auraient pu l'apaiser. Par instants, il te semblait qu'il dormait, le corps abandonné au chaos d'une route inégale. À d'autres, qu'il pleurait, le sanglot étranglé par la pudeur. Tu en voulais à ces klaxons absurdes qui t'empêchaient d'écouter son silence. Tu approchais de chez Ali. Tu garas ta voiture devant sa maison, dans cet emplacement que l'obscurité t'aurait dissimulé si tu ne le connaissais pas. Comme il ne réagissait pas, à l'arrêt du moteur, tu levas ta main droite du levier de vitesse, qui avait cessé de trembler, pour la poser sur son épaule. Ta bouche s'approchait de son oreille pour lui murmurer que vous étiez arrivés. Il se tourna. Ses yeux étaient grands ouverts. Tu ne recoulas pas. Un souffle d'abord, puis une chaleur douce. Ses lèvres se posèrent sur les tiennes.
À moins que ce ne soit l'inverse. Après tout, comment le saurais-je? Évidemment, Le Caire est un village, et on va s'étonner qu'un médecin réputé, dans un quartier bourgeois, puisse engager comme assistant un jeune homme issu du Mokattam, issu du quartier Pouilleux, jeune homme sans diplôme. C'est un choix pour le moins étrange, et qui va faire jaser. Ces ragots sont alimentés, provoqués d'abord et alimentés par un homme riche et influent, qui cache bien son jeu en matière d'attirance. Ali te fascinait. Il y avait chez lui une liberté absolue, une absence de calcul, une exaltation du présent. Il n'était lié par aucun passé et ne concevait pas l'avenir à travers les mêmes contraintes que toi. Il se contentait de vivre, et tu te surprenais parfois à espérer que vivre serait contagieux. Tu tentais de te représenter mentalement le garçon que tu étais à son âge, mais les images qui t'apparaissaient étaient sans éclat. Tu repensais aux choix par lesquels tu t'étais construit, et une pensée obsédante s'insinuait en toi. Celle d'avoir été méthodiquement dépossédé de chacun d'eux, par tes parents, par conditionnement social, par des raisonnements préétablis, par sens du devoir, par atavisme, par habitude, par lâcheté, comme s'il y avait toujours eu une bonne raison de ne pas trancher. Se pouvait-il qu'inconsciemment tu aies cru te soulager du poids de chaque décision en l'esquivant? Et pour quel résultat? Conservais-tu ne serait-ce qu'un souffle de cette infinie légèreté qui semblait gonfler les poumons d'Ali chaque fois qu'il respirait? Se pouvait-il que tu lui plaises? La veille, dans ta voiture, au moment de sentir ses lèvres sur les tiennes, tu avais été surpris par leur douceur. Peut-être aurais-tu été rassuré d'éprouver une répulsion instinctive, mais il n'y avait rien eu de tel. Tu avais aimé leur goût légèrement salé. Ton rythme cardiaque s'était accéléré. Tu redevenais cet adolescent découvrant l'alcool sous les encouragements d'un camarade plus téméraire. La rumeur, celle qui se propage, invisible comme le vent dans les palmiers, celle qui souille, celle qui ne comprend pas. Les vitres de ton cabinet avaient été brisées de l'extérieur. Celle qui condamne ce qui lui est inconnu. Tu crus d'abord à un vol avec effraction, mais aucun objet de valeur n'avait été dérobé. On avait éventré tes meubles, renversé tes armoires, éparpillé tes dossiers. Celle qui exclut ce qui lui est étranger. La volonté de détruire ne faisait aucun doute. Combien était-il pour faire cela? 5? 20? Et qui? Celle qui se déforme, de l'oreille à la bouche. Il y avait une odeur d'essence, comme si l'on avait projeté de tout incendier. Pourquoi s'être arrêté avant? Par manque de temps? Pour que l'effet n'en soit que plus spectaculaire? Parce que l'on aurait préféré que tu t'y trouves? Celle qui tord la bouche, qui la relaie d'une indignation feinte, d'un sourire entendu. Tu pensas aussitôt à Mira. Où était-elle à cet instant précis? Et ta mère? Et Nesrine? S'en serait-il pris à des femmes? Celle qui se vautre dans ses certitudes. Et Ali? Celle qui dissimule sa laideur sous les masques de la bienséance, de la tradition, de la morale, des principes. Un frisson de rage te parcourut à cet instant. Un sentiment d'une intensité que rien dans ta vie jamais n'égalerait. La rumeur qui salit, qui éclabousse. Diable était Ali. Celle qui abhorre l'altérité. Tu sortis de ton cabinet en hurlant. Celle qui désigne, qui asphyxie, qui lapide, qui immole. Soudain, tu vis la dépouille de ton chat tarbouche clouée sur un mur. Le sang dégoulinait le long de sa patte désarticulée. Il dessinait d'irrégulières lignes pourpres qui terminaient leur course dans les vomissures de la bête suppliciée. Celle qui se glorifie de l'ignorance. Tarbouche.
Combien de temps avait-il agonisé dans cette macabre mise en scène? Celle qui se bouffit de haine. Il y avait cette inscription sur le mur. Il t'attend en enfer. La rumeur qui assassine. Alors, dans ce passage que je trouve peut-être le plus fascinant du roman, vous avez en toile de fond l'évolution de l'Égypte, bien évidemment. Comme vous savez, Nasser avait essayé de limiter l'influence des frères musulmans. Et à l'époque de Sadat et Moubarak, donc l'époque qui nous intéresse, eh bien au contraire, la politique va s'appuyer sur les frères musulmans, et vous avez ici un retour, évidemment, d'une morale intégriste encouragée par le pouvoir. Bon, alors, nous avons dit tout à l'heure que Chakour n'est certes pas un grand lecteur, mais il a écrit un grand livre. Donc, il y a des passages qui en rappellent d'autres, et des passages qui jouent en quelque sorte des variations, voyez-vous, originales sur un sujet éternel. Vous avez ici la médisance, la rumeur, et ce qui nous manque, c'est la calomnie. Bien entendu. Basile. La calomnie, monsieur? Vous ne savez guère ce que vous dédaignez. J'ai vu les plus honnêtes gens près d'en être accablés. Croyez qu'il n'y a pas de plate méchanceté, pas d'horreur, pas de conte absurde qu'on ne fasse adopter aux oisifs d'une grande ville en s'y prenant bien. Et nous avons ici des gens d'une adresse. D'abord un bruit léger, rasant le sol comme hirondelle avant l'orage. Pianissimo murmure et file et sème en courant le trait empoisonné. Telle bouche le recueil, et piano, piano, vous le glisse en l'oreille adroitement. Le mal est fait. Il germe, il rampe, il chemine, et rinforzando, de bouche en bouche, il va le diable, puis tout à coup, ne sait comment, vous voyez calomnie se dresser, siffler, s'enfler, grandir à vue d'œil. Elle s'élance, étend son vol, tourbillonne, enveloppe, arrache, entraîne, éclate, étonne, et devient, grâce au ciel, un cri général, un crescendo public, un chorus universel de haine et de proscription. Le diable y résisterait. Ce passage est peut-être mieux connu dans la version opératique, Rossini bien entendu. Désolé, il n'y a pas de sous-titres, mais c'est le texte. Dalla porta fuori uscendo, lo schiamazzola crescendo, prende porta poco a poco, suona il carico muy poco, senta il suono, fa se questo sente il capo resta, come un pollo
Vous avez... Pardon? D'applaudir. Vous avez été sensible à l'effet de crescendo, voyez-vous, c'est ça que je voulais mettre en lumière. Et vous avez dans le texte de Chacour une quasi-citation dans la première phrase. Beaumarchais disait d'abord un bruit léger, rasant le sol, comme une hirondelle avant l'orage. Dans le texte italien, vous avez come un venticello, c'est-à-dire un souffle. Et ça termine comme un colpo di canone, un canon, et comme un temporale, c'est-à-dire c'est l'orage, c'est l'éclair. Et donc, si vous voulez bien, nous allons reprendre le texte de Chacour, après cette expérience, donc, sonore, j'allais dire, et nous allons essayer de souligner les effets d'amplification de crescendo. La rumeur, celle qui se propage, invisible comme le vent dans les palmiers, celle qui souille ce qu'elle ne comprend pas. Les vitres de ton cabinet avaient été brisées de l'extérieur. Celle qui condamne ce qui lui est inconnu. Tu crus d'abord à un vol avec effraction, mais aucun objet de valeur n'avait été dérobé. On avait éventré tes meubles, renversé tes armoires, éparpillé tes dossiers. Celle qui exclut ce qui lui est étranger. La volonté de détruire ne faisait aucun doute. Combien était-il pour faire cela? 5, 20, et qui? Celle qui se déforme de l'oreille à la bouche. Il y avait une odeur d'essence, comme si l'on avait projeté de tout incendier. Pourquoi s'être arrêté avant? Par manque de temps? Pour que l'effet n'en soit que plus spectaculaire? Parce que l'on aurait préféré que tu t'y trouves? Celle qui tord la bouche, qui la relaie d'une indignation feinte, d'un sourire entendu. Tu pensas aussitôt à Mira. Où était-elle à cet instant précis? Et ta mère? Et Nesrine? S'en serait-il pris à des femmes? Celle qui se vautre dans ses certitudes. Et Ali? Celle qui dissimule sa laideur sous les masques de la bienséance, de la tradition, de la morale et des principes. Un frisson de rage te parcourut à cet instant, un sentiment d'une intensité que rien dans ta vie jamais n'égalerait. La rumeur qui salit, qui éclabousse. Où diable était Ali? Celle qui abhorre l'altérité. Tu sortis de ton cabinet en hurlant. Celle qui désigne, qui asphyxie, qui lapide, qui immole. Soudain, tu vis la dépouille de ton chat tarouche, cloué sur un mur. Le sang dégoulinait le long de sa patte désarticulée. Il dessinait d'irrégulières lignes pourpres qui terminaient leur course dans les vomissures de la bête suppliciée. Celle qui se glorifie de l'ignorance. Tarbouche, combien de temps avait-il agonisé dans cette macabre mise en scène? Celle qui se bouffie de haine. Il y avait cette inscription sur le mur. Il t'attend en enfer. La rumeur qui assassine. Puis, c'est la stupeur. Tarek va tenter de comprendre la disparition d'Ali, puisque Ali disparaît. Il est au comble du désespoir, de la fureur, et il comprend, trop tard, bien évidemment, que son attachement pour Ali est beaucoup plus fort que ce qu'il voulait bien s'avouer, que ce dont il avait conscience. Où est le corps? Je veux voir le corps. Je veux voir ce qu'ils lui ont fait. Enfin, tu vas te calmer. Je te dis qu'il s'est noyé. Je veux voir le corps. Ils l'ont enterré. Comment pouvait-il s'être noyé? À 20 ans, les muscles et l'esprit gonflés de vie? Tu contractas ta mâchoire comme pour te retenir de hurler davantage. Qu'on le déterre. Depuis quand se précipite-t-on pour enterrer le premier orphelin du Mokatam qui se noie? Qui a donné l'ordre? Moi, c'est moi qui ai demandé qu'on le mette en fosse. Comme quand on m'a informé de la nouvelle. C'était notre employé. Il n'avait aucune famille. Mais sur la Sainte Communion, que voulait-il que... Tu peux la bouffer, ta Sainte Communion. De quel droit as-tu ordonné l'enterrement de ce corps sans que... Jamais auparavant, tu ne t'étais adressé à ta mère de la sorte. Toi, ou qui que ce soit d'autre, du reste. Elle te répondit sur un ton glacial, en prenant soin de détacher chaque syllabe, sans que tu le revoies une dernière fois. Sans que je puisse l'expertiser, bon sang.
Tarek, je vais commencer à croire que c'est vrai tout ce qu'on raconte. Conduis-toi en homme pour une fois. On ne déterre pas les morts, on ne... On ne quoi? On ne fait pas ce genre de choses quand on est un homme. Ne me dis plus jamais de me conduire en homme, tu m'entends? J'aurais dû te le dire plus souvent. Elle avait hurlé les derniers mots à travers la porte que tu venais de claquer. Voir son corps pour comprendre. Tu repensas soudain à cette phrase inscrite près de la dépouille de Tarbouche. Il t'attend en enfer. Ici, ces mots désignaient Ali et non pas ton chat. Avait-il été battu à mort avant d'être jeté dans le Nil? Il y aurait forcément des contusions qui prouveraient l'absence d'eau dans ses poumons. L'avait-on jeté au fleuve, heurté et entravé pour qu'il se noie? Tu verrais bien les traces de liens autour de ses poignets. Voir son corps pour y trouver une poussière de vie qui aurait échappé à tous, une braise presque éteinte sur laquelle il suffirait de souffler pour que le feu reprenne, le voir pour comprendre. Son corps, une dernière fois. Quelques mois après, Tarek, victime de la rumeur, et vivant une situation à la maison intenable, au milieu de ses femmes, décide de partir pour le Canada. Il décide de s'exiler, de repartir de zéro. Et là, vous avez le thème de l'exil. Alors, la question qu'on peut se poser, mais chaque cours ne répond pas, est-ce une forme d'expiation? Est-ce une forme de fuite? Toutes les hypothèses sont possibles. Alors, est-ce à dire que l'Égypte est terminée? Est-ce à dire qu'il ne la reverra pas? Si, il va la revoir une fois, 14 ans après son départ, dans les circonstances que vous allez entendre. Le Caire, 1999. Le cumin, la poussière, déjà, la coriandre, la benzine, les âmes, l'heure d'éjection, le sable, la poussière encore, la sueur, la cardamone, les gaz de combustion, les oignons frits, les ordures brûlées, les fèves chaudes, le jasmin, la poussière, obstinément, l'asphalte redevenu visqueux sous le règne sans partage du soleil. Le Caire était une entêtante présence olfactive, une infinité d'éléments composés. On ne se rend compte de ces choses-là qu'au moment de les retrouver. Avant, elles ne le sont pas. Leur abstraction est semblable à celle des battements du cœur. Elles sont vitales mais invisibles. Elles n'existent qu'à partir du moment où on a vécu sans. Elles reviennent alors avec une violente évidence, aussi envahissante que leur présence était jadis anodine. À ce moment précis, elles étaient pour toi le Caire. Tu avais été pris d'un vertige au moment de descendre l'escalier mobile qui conduisait au tarmac de l'aéroport international du Caire. Il avait suffi de quelques pas hors de l'avion pour que tu sentes tes jambes se dérober. Tu t'étais raccroché à la rampe, tandis que le passager devant te rattrapait de justesse la valise. Le Ramsin teintait d'ocre le ciel de la capitale. Il donnait au paysage un air de carte postale jaunie. Les instants que tu t'apprêtais à vivre avaient déjà l'apparence de souvenirs défraîchis. Indifférent à tes pensées, le vent avait continué à charrier son sable brûlant entre deux déserts. Tu n'avais pas cherché d'autre explication à ton œil soudain humide et à ta respiration oppressée. Le même prénom et le même nom, mais personne autour de toi pour les prononcer sans les écorcher. C'est aussi cela, l'exil. Le même prénom et le même nom, c'est à peu près tout ce que tu avais en commun avec l'homme que tu étais. Cela faisait 15 ans que tu n'avais pas foulé le sol empoussiéré de ton pays. 15 années passées à oublier méthodiquement la pulpe blanche et des melons d'Ismaïlia, le stationnement du palace où défilaient les images des films américains projetés sur l'écran lointain, les cassettes de Férouz et de Piaf que ta mère faisait jouer pendant les repas, les calèches longeant la corniche d'Alexandrie, le goût des premiers oursins de l'année sur la plage d'Agami.
Tu avais 50 ans, et quelque chose au fond de toi savait que c'était la dernière fois que tu y retournerais. Ta mère était morte 3 jours plus tôt. Les obsèques se tiendraient le lendemain. Tout le Caire serait présent, autant dire toute l'Égypte. Ce n'est pas sans raison que les Égyptiens ne prononcent jamais le nom de leur capitale. Ils préfèrent l'appeler l'Égypte, conférant à leur ville-pays tout ce que ce raccourci revêt d'impersonnel et de gigantesque à la fois. Que penseraient-ils à ta vue? Que traduirait leur regard en découvrant ta présence? Y serais-tu réellement aussi indifférent que tu avais voulu t'en convaincre au moment d'acheter ton billet d'avion? Ce qui avait été la clinique de ton père, bien avant de devenir la tienne, était désormais un magasin de vêtements. Tu regardais cette devanture où s'alignaient robes et costumes lointainement inspirés des modes occidentales. L'escalier central lui devenant pénible à gravir, ta mère avait donc fini par se ranger à l'idée de déménager dans l'un de ces immeubles des années 30 avec ascenseur. Tenant en horreur toute idée de déclassement, elle avait refusé de se départir de la villa familiale de Doki. Elle l'avait convertie en appartement destiné à la location. En plus de l'espace commercial du rez-de-chaussée, cela faisait 4 logements au total, 2 par niveau. Seul l'un d'entre eux, au deuxième, demeurait vacant. Incapable de se résoudre à abandonner totalement les lieux, ta mère l'avait conservé pour recevoir de la visite. C'est du moins ce qu'elle prétendait, car, dans les faits, personne avant toi n'y avait encore dormi. Tu déverrouillas la porte d'entrée, le geste hésitant et le manteau d'un touriste qui prend le mois de mars au Caire pour plus frais qu'il ne l'est. J'aurais aimé pouvoir interpréter l'expression de ton visage avec certitude, pouvoir doser avec justesse ce qu'il y avait de fatigue, de nostalgie, de tristesse, d'empressement, de renoncement ou d'indifférence dans chacun de tes gestes. Sans m'en laisser le temps, tu te transformas en ombre suivant maladroitement celle du portier avant de disparaître dans la bâtisse aux murs noircis par le temps. L'appartement paraissait plus grand que celui que tu occupais désormais à Montréal, et tu eus peine à croire qu'il s'agissait en fait d'une moitié de l'étage que se partageaient à l'époque ta sœur et ta mère, au-dessus de celui où Mira et toi viviez. Tu t'assis sur le canapé qui faisait dos à la fenêtre. Depuis l'extérieur, il était objectivement impossible de distinguer ta main caressant l'assise, comme à la recherche d'un reste de chaleur humaine que la mort aurait oublié d'emporter. Et pourtant, je suis certain de l'avoir vue. Les yeux clos, je te devinais évoluant dans ces pièces, tentant de rappeler à toi le souvenir des lieux tels que tu les avais connus. Ici, un couloir rétréci pour y aménager une salle de bain, là, une chambre occupant la moitié de l'emplacement antérieur de celle des maîtres. Je n'avais jamais été aussi proche de ce que j'imaginais. À la vérité, j'étais presque là. Tu poussas la porte, la pièce était rangée. Tout était rangé soigneusement, à l'exception de lettres entassées sur la table. Ton nom était tracé d'une même écriture sur chacune des enveloppes. Le coin supérieur gauche abritait les coordonnées de l'émetteur et son nom, Ali. En les posant là, je savais ce que je faisais. Mon cœur était un oiseau dont la captivité apparaissait soudainement intolérable. Il se projetait violemment contre les parois de sa cage thoracique. Je sais qu'il en était de même pour le tien, et qu'à cet instant précis, tous deux battaient au même rythme, frénétique et irrégulier, chacun pour des raisons qui lui appartenaient. Les lettres étaient empilées dans leur ordre chronologique, la plus ancienne au sommet de la pile. Elle ne comportait pas d'adresse de destination. Une date avait été ajoutée à la main, une autre main, mars 1991, 7 ans après la mort d'Ali, 7 ans après ton départ pour Montréal.
La plus récente avait été envoyée par la poste. Le cachet indiqué, octobre 1995. Tu te sentis soudain épié, habité par le pressentiment que l'auteur de cette mise en scène pouvait être encore présent dans l'appartement. Tu finis par te convaincre que tu étais seul avec ces lettres. Ce n'était pas l'endroit pour le lire. Tu refermas la porte de l'appartement avec méfiance. Tes gestes étaient nerveux, tu te sentais vulnérable, le dos offert au couloir. Une voisine ouvrit sa porte au premier étage. Tu sursautas. Je guettais ta sortie du bâtiment. Voici comment les choses allaient se passer. Je ferai semblant d'être là par hasard, je me rapprocherai de toi, je te demanderai mon chemin. Je te vis dans l'embrasure de la porte. Tu sortis. Je m'approchai de toi pour te demander mon chemin. Les mots se bousculèrent dans mon esprit. Tous voulaient t'atteindre, mais aucun ne sortit. Tu me repoussas violemment. Tu courais presque. Tu ne te retournas pas. Tu disparus. Conscient que je venais de manquer ma première occasion de te parler, je laissais s'affaisser ce corps qui n'avait pas su émettre la moindre phrase lorsqu'il en était encore temps. J'aurais voulu me dissoudre dans ma propre impuissance. Je ne comprenais pas ces lettres, mais je les aimais. Elles te disaient. Je ne pouvais pas encore m'en rendre compte, mais elles étaient à la fois honteuses et sublimes. Elles étaient rédigées dans l'arabe empêché de celui qui a dû apprendre tard à l'écrire. Elles avaient le tracé hésitant, la syntaxe malmenée. Elles respiraient l'effort, le doute, la sueur. Elles portaient en chaque mot la crainte, celle d'être ridicule, perdue ou interceptée, de ne jamais te parvenir. Elles sentaient le mauvais papier, la rature et le manque. Elles ne disaient jamais « je t'aime », elles disaient toutes « je t'aime ». Elles ne disaient jamais ce qu'elles disaient vraiment, mais j'étais à cet âge bien loin de l'entrevoir. Elles commençaient comme ça. « Tarek, j'espère que tu vas bien. Ta maman m'a dit qu'elle t'avait tout raconté, que Dieu la bénisse. Elle m'a dit que tu étais heureux et que tu avais compris. » Ou bien comme ça. « Tarek, j'ai appris que tu es un grand médecin là-bas. Je comprends que tu n'aies pas le temps de me répondre. J'espère que tu ne m'en veux pas. » Elles se terminaient toutes par les 3 mêmes lettres. A-L-I. Après le tu, il est question d'un jeu. Forcément, nous sommes près de la page 200. Un jeu dont on commence à deviner l'identité. Alors, un jeu qui sait beaucoup de choses de ce tu, qui ne sait rien. Un jeu JE. Un jeu JE, oui, qui ne sait rien. Oui, ça a son importance. Un jeu qui ne sait rien, jeu JE, qui ne sait rien de ce tu, qui sait beaucoup de choses, pardon, de ce tu, qui lui ne sait rien de ce jeu, et dont on découvre qu'il est à présent maître du jeu, JEU, voyez-vous, et de la mise en scène énigmatique, qui attend donc Tarek. Mise en scène soigneusement réglée, et qui pourtant échoue à provoquer la rencontre tant désirée. Ce qui relance évidemment l'intérêt du roman, un peu comme dans les romans policiers, vous savez, la police s'apprête à mettre la main donc, sur le suspect, et puis il a filé. Il faudra attendre l'épisode suivant. Alors, ces lettres, elles ne disent pas ce qu'elles disent. C'est ça qui est passionnant, elles ne disent pas ce qu'elles disent parce que vous avez la censure à tous les niveaux. La censure, évidemment, de celui qui écrit, mais la censure sociale, bien entendu, et puis la censure dont on va découvrir plus tard par qui elle pouvait être exercée. Vous avez aussi une pudeur de l'écriture, une sobriété, une pudeur, dont je parlais tout à l'heure, de l'écriture d'Ali, mais aussi de Chakour, dont le style se caractérise toujours par ses non-dits, ces espaces entre les lignes, qui stimulent l'imagination du lecteur, sollicité pour les combler. Donc, ces lettres, ce sont un véritable chant d'amour, mais qui doit beaucoup en intensité grâce à ces vides. Ce sont les vides, en quelque sorte, les non-dits, les silences, un peu,
qui donnent à ces lettres toute leur intensité. Un peu comme dans la musique. Enfin, vous avez parfois des pièces qui ont une intensité particulière grâce à leur silence. Pensez par exemple à Schubert, la dernière sonate, je ne sais pas s'il y a des amateurs de musique parmi vous. Et donc la dernière sonate de Schubert, le premier mouvement, bien joue sur les silences, sur les ruptures. Et là, c'est ce que vous avez. Vous avez une intensité qui est due, essentielle, qui est due pour beaucoup à tout ce qu'elles ne disent pas et beaucoup à leur silence. Alors, vous avez bien sûr le thème de l'absence, maintenant qui se précise, et le thème de la quête, parallèlement, donc absence et quête, qui sont des thèmes qui sont filés en quelque sorte. Vous avez l'absence d'Ali pour Tarek, deuxièmement, vous avez l'absence de Tarek pour Ali, et troisièmement, vous avez l'absence de Tarek pour le narrateur. Et la quête. Alors, nous allons entendre l'extrait suivant. Ce que je sais de toi, je l'ai appris de Fateya. Nous attendions que leurs activités respectives attirent les autres femmes de la famille hors des murs du domicile pour que je lui pose mes questions. Je m'attablais à la cuisine pendant qu'elle préparait le repas. Je descendais avec cartable et cahier, prêt à brandir le prétexte de mes devoirs si l'on venait à nous surprendre. Mémie se montrait méfiante de me voir traîner avec la bonne. Je m'empressais de la rassurer, arguant qu'il valait mieux que quelqu'un se dévoue pour surveiller le dosage d'épices de Fateya. Il était admis de tous qu'elle avait la main lourde sur les aromates. Je tenais là une excuse recevable. Ce que je sais de toi sentait l'ail et l'anis. Fateya parlait comme ces femmes que d'ordinaire personne n'écoute et qui se découvrent sur le tard à un auditoire. Je tâchais de la recentrer sur toi, seul sujet qui m'importait réellement, quoique conscient qu'aucune digue ne pouvait suffire à contenir les flots digressifs d'une Fateya en verve. Elle parlait comme elle cuisinait, la quantité primant sur l'équilibre des saveurs. Elle avait toujours excellé dans les plats pour lesquels le temps de cuisson importait peu. J'écoutais patiemment ces histoires de poules dans l'espoir que tu viendrais y jouer un rôle quelconque. Je n'osais pas poser des questions sur toi au sein de la famille. Je voyais bien l'effet que cela provoquait. La rancœur de maman, un froncement de sourcils de Mémie, et pour Nesrine, une certaine forme de gêne. Je me doutais qu'il avait existé un temps où l'évocation de ton prénom n'éveillait en elle qu'amour et fierté. Qu'avais-tu bien pu faire pour justifier ce revirement? En découvrant les lettres que ma grand-mère gardait sous clé, j'acquis la certitude qu'elles renfermaient une partie de la réponse. Je me gardais d'évoquer leur existence par crainte de devenir à mon tour l'objet d'un même désamour. Pour limiter les risques de contagion, je décidai de m'en tenir à ce qu'on avait bien voulu me dire de toi pendant mon enfance. Que tu t'appelais Tarek, que tu étais l'aîné, que tu étais médecin comme ton père, que tu étais parti au Canada, ou que c'était très bien comme ça. Il ne me restait donc plus que Fateya pour tenter d'en savoir plus sur ce père que la vie me refusait. Ma main presque adolescente peignait de son mieux un portrait pointilliste, guidé par ses indications éparses. Fateya se répétait souvent, se contredisait parfois, ne le reconnaissait jamais. Elle adaptait son récit à mon humeur. Fateya, c'est la servante, et elle joue un peu le rôle des servantes dans les comédies de Molière. C'est un personnage, alors il s'est inspiré du théâtre, Chacour pour écrire son roman, donc il a mentionné Roméo et Juliette, mais on pourrait très bien mentionner ici une pièce de Molière. Alors maintenant nous avons une certitude sur le jeu, nous savons que le jeu c'est le fils de Tarek, Rafik, donc, qui est déterminé à retrouver son père, que sa famille s'obstine à lui cacher. Ce qui veut dire pour lui résoudre, premièrement, l'énigme, pourquoi est-il parti? Étonnamment, la possibilité de ta présence aux funérailles de Mémie ne m'avait pas effleuré l'esprit. Tu appartenais à une réalité parallèle à la mienne, et j'avais intégré le fait que deux parallèles ne pouvaient se rencontrer. Il avait fallu Fateya pour introduire en moi le doute. Quand même, il aurait pu venir la voir avant qu'elle meure, ça aurait été normal, non? Rapporté à notre famille, la normalité ne me semblait pas être l'argument le plus valable. Mais la remarque de Fateya me plongeait dans un océan de possibilités. Et pour l'enterrement, tu crois qu'il reviendrait?
Il n'est pas venu la voir vivante. Tu veux qu'il vienne maintenant qu'elle est morte? Allons. Va plutôt terminer ton texte pour la messe de Mimi. Elle me fixait à présent avec l'expression du parent, las de devoir conduire au lit un enfant qui a passé l'âge de croire aux fantômes. Mieux valait ne pas insister. Je suivis son conseil et me remis à mon éloge funèbre. Il me restait peu de temps pour l'écrire dans ce français élégant qui aurait plu à ma grand-mère. Cette dernière avait beau avoir passé la majeure partie de sa vie en Égypte, son accent Hawaïa, j'espère qu'il n'y a pas de gens qui connaissent l'arabe, là, parce que ça s'écrit Kawageya. Bon, je mets un ha, en disant qu'il y a peut-être le KH, c'est peut-être un ha. Donc son accent Kawageya n'avait jamais cessé de malmener l'arabe. Je ne lui connaissais d'ailleurs pas d'autre interlocuteur régulier dans cette langue que le portier de l'immeuble, le livreur de bouteilles d'eau et bien évidemment Fateya, aucun ne constituant une motivation suffisante pour en parfaire la maîtrise. Nesrine se défendait déjà mieux, même s'il apparaissait tôt ou tard que ce n'était pas sa langue maternelle. Pour ma part, je me sentais à l'aise dans l'une et l'autre, le français en classe et à la maison, l'arabe dans la cour de récréation. Mettons qu'il soit au courant qu'il a un fils. Il aura simplement demandé à ta mère de ne pas te dire qu'il serait là, pour ne pas te faire de peine. Et quoi, tu crois vraiment qu'il espère passer inaperçu après 15 ans d'absence? C'est bon, Fatih, arrête. C'est maman qui a insisté pour que je lise un texte à la messe. C'est elle qui a inventé n'importe quoi pour cacher les coordonnées de son vol. La vérité, c'est qu'elle cherche à l'humilier en lui faisant découvrir mon existence le jour de l'enterrement de sa mère. Acculée à l'évidence, Fateya renonça à contre-argumenter. Elle appuya ses paumes contre ses yeux, comme au début d'un mal de tête, et marmonna. « Tu as beaucoup réfléchi comme un adulte. Je ne sais pas où est passée ton enfance. » J'avais eu quelques heures de plus que Fateya pour parvenir à ces conclusions, pour savoir qu'aucune autre ne pouvait expliquer le comportement de ma maître. Quelques heures pour mesurer enfin son amertume recuite et la volonté de revanche qui s'en était nourrie. L'impression peut-être de s'être fait gruger son existence. D'une certaine manière, ne l'avais-je pas moi-même ressenti? Je lui en voulais. Elle aurait pu choisir de mêler nos colères, cela nous aurait sans doute rapprochés. Elle avait préféré une vengeance égoïste dont je deviendrais l'instrument. Elle m'avait élevé au fil des années comme un couteau que l'on aiguise patiemment, une arme qui n'aurait qu'une seule occasion d'atteindre sa cible. Je n'étais déjà plus un enfant à ses yeux. À même insu, j'étais devenu un homme qui ressemblerait à celui qui avait brisé ses rêves, un homme qui finirait de toute façon par la quitter, un homme qu'il valait mieux sacrifier avant. Mira infanticide. Alors, on note, entre autres, dans ce passage, l'importance du français. Dans cette famille de Levantins, comme ils les appellent, c'est-à-dire de la communauté syro-libanaise, vivant en Égypte, où l'on parle arabe, bien entendu, mais on tient, dans la communauté, à cultiver le français élégant. Et Rafik a une très jolie formule pour définir sa grand-mère, je vous cite, « Elle était libanaise de naissance, égyptienne de présence, et par-dessus tout, française de transcendance. » C'est magnifique. C'est magnifique, je vous la redonne, parce que c'est quand même trop beau ça. Elle était libanaise de naissance, égyptienne de présence, et par-dessus tout, française de transcendance. Chapeau. C'est précisément de la cérémonie d'enterrement de cette grand-mère qu'il est question à présent. Je remarquai Fateya à la sortie de l'église. Je pressai le pas vers elle. Je remarquai Fateya à la sortie de l'église. Je pressai le pas vers elle. Fatih, tu l'as vu? Elle eut un mouvement affirmatif de la tête. Mon cœur se remit soudain à battre. Mais alors, il est où? Pourquoi n'est-il pas venu me parler? Il a réagi comment quand j'ai lu mon texte? Il ne t'a pas entendu, Rafik. Je l'ai attendu devant l'église et je lui ai conseillé de ne pas y entrer. Je ne compris pas tout de suite
que Fatéia venait de m'éviter ce moment que j'avais tant redouté. Étrangement, je n'en tirai ni soulagement ni gratitude. Je pris une longue respiration. Fatih, je voudrais juste lui parler, juste quelques instants. Tu fais le guet devant l'appartement, je monte le voir 15 minutes. 15, pas plus. Après, je ne te demande plus rien. Il est parti! Comment ça, parti? Il est à l'aéroport? Non, à Saïd. Elle n'attendit pas ma question pour y répondre de 2 mots. Retrouver Ali. Tu t'étais rendu au Mokatam en début de soirée pour avoir le plus de chances de trouver Ali. Tu serrais contre toi ses lettres, précieux talismans censés te guider vers leur auteur. Tu avais commencé par la maison où il vivait avec sa mère, mais il n'en restait plus que les murs nus. Même les battants en bois des fenêtres avaient été démontés. Là-bas, tout se recycle. Tu fis quelques pas à l'intérieur et constata que plus personne n'y habitait depuis longtemps. Tu jetas un regard circulaire comme à la recherche d'un objet rescapé du passé. Une photo, encore accrochée sur un mur, une cassette usée de Mohamed Mounir. Rien. Tu tentas de te remémorer la disposition des meubles, l'odeur du tarot mijotant sur la gazinière, le bruit que produisaient vos rires. La réalité froide dans laquelle tu te trouvais était à ce point dissemblable à ton souvenir que tu en vins à douter d'être au bon endroit. Tu pris alors conscience que tu te tenais à l'emplacement exact où 16 ans plus tôt se trouvait le corps inerte de la mère d'Ali dont tu n'avais pu que constater le décès. C'est lors de cette cérémonie funèbre, toutefois à l'extérieur de l'église, que Fatéia finit par avouer la vérité à Tarek. Alors à Tarek, véritable coup de théâtre pour lui et pour le lecteur. Et ces lettres, il n'y a pas d'adresse sur les enveloppes. Bon sang, comment est-ce possible, Fatéia? Il est mort. Elle se tourna en direction de l'église, leva les yeux au ciel et prit sa voix la plus basse, comme si elle craignait que de son cercueil sa patronne la surprenne à parler d'elle dans son dos. Ta mère le voyait comme un danger, lui pensait qu'il allait gâcher ta vie si votre histoire continuait. Ils se sont mis d'accord. Mis d'accord? Oui, ils se sont arrangés. Elle l'a envoyé loin. Il a promis de ne pas chercher à te revoir. Tu pris une longue respiration. Tu commençais à comprendre, mais te gardais de conclure. Et ces lettres, alors? Quand il a appris que tu avais quitté le Caire, que cette histoire de fausse mort n'avait servi à rien, il a demandé à ta mère si elle accepterait qu'il t'écrive. Il se sentait coupable. Il voulait que tu saches la vérité. De toute façon, tu n'étais plus là. Qu'est-ce que ça aurait changé? Ta mère a d'abord refusé, puis elle a craint qu'il se mette à te chercher. Alors elle a fini par prendre ses lettres quand il venait au Caire. Elle lui faisait croire qu'elle te les transmettait, que tu n'étais simplement pas prêt à lui répondre. Cela faisait des années qu'elle s'était préparée à la question qui suivit. Et aujourd'hui, tu sais où il est? Oui, enfin, je crois. Tu te souviens du docteur Darwish? L'ami de papa? Il a ouvert une école de médecine du côté de Sohag dans le Saïd, il y a quelques années. Ta mère l'a envoyé là-bas. Tu étais déjà reparti. Sans que je puisse m'en douter, tu venais de nouveau de m'échapper. J'avais cessé de te chercher du regard parmi la foule. Ils se trompaient tous. Le vrai drame ne se jouait pas autour de ce cercueil orné de lys piqués, mais ailleurs, bien au-delà des fumées d'encens. Alors, une nouvelle fois, la rencontre, tant espérée par Rafik, n'a pas lieu. On mesure à présent le pouvoir des femmes. Alors c'est très intéressant dans ce roman de voir le pouvoir des femmes. Ce sont elles qui sont les gardiennes de la mémoire et qui infléchissent le cours des choses, le cours des événements. Et de plus, ce sont elles qui exercent la censure dans la geste familiale. Elles vouent au silence tout ce qui ne contribue pas à la gloire de la saga familiale. Les hommes sont ainsi relégués au second plan, au rôle de comparse en quelque sorte, et l'art de Chakour, ça va être de raconter l'histoire
d'un comparse et d'en faire le protagoniste. Ton départ précipité de l'enterrement provoqua l'esclandre que tu devines. Seul Fateya en connaissait la cause. Comme il ne serait venu à l'idée de personne de l'interroger à ce sujet, elle n'eut même pas à mentir. Je fus le seul à qui elle raconta votre conversation une fois de retour à la maison. C'est donc à quelques heures d'écart que toi et moi avions découvert cette mise en scène autour de la mort d'Ali. Fateya me livrait son dernier secret sur toi. Un secret qui n'aura survécu à Mémie que quelques jours à peine. J'aurais pu la croire soulagée par cette confession, mais son visage était subitement devenu celui d'une vieille femme, comme si elle ne s'était pas tant départie d'un poids que d'un morceau de sa vie. Elle me remit une feuille sur laquelle était noté le numéro de téléphone qu'elle t'avait transmis un peu plus tôt, puis se leva avec difficulté, reprit ses affaires qui l'attendaient dans l'entrée, et s'en retourna chez elle, sans chercher à mesurer l'effet que venaient de produire ces révélations. Elle avait fait ce qu'elle avait à faire, la suite m'appartenait désormais. Il était tard, j'attendis donc le lendemain pour appeler le docteur Darwish. Il venait de te rencontrer et me répéta ce qu'il t'avait dit. Il me parla d'Ali, ce garçon peu disert de qui ta mère lui avait demandé de s'occuper, ce qu'il avait accepté par amitié pour ton défunt père. Elle lui avait simplement dit qu'il s'intéressait à la médecine, en connaissant les rudiments, et serait certainement ravi de l'accompagner dans sa pratique s'il en voyait l'opportunité. Ainsi fut fait. Ali s'était révélé d'une dextérité impressionnante pour un garçon qui n'avait jamais suivi de cours. Il répétait manifestement des gestes qu'il avait appris ailleurs, bien qu'il ait toujours refusé d'en préciser les circonstances. La faculté de médecine de Sohag allait ouvrir en 1992. C'était un chantier énorme qui s'étendait sur plusieurs années et dans laquelle le docteur Darwish était personnellement engagé. En plus d'assister le médecin dans son cabinet, Ali finit par lui apporter son aide dans ce projet. Pour l'essentiel, des tâches administratives, un peu de secrétariat et diverses commissions. Le praticien ne cessait de s'étonner de ce garçon de condition modeste qui, bien qu'ayant appris à lire sur le tard, maîtrisait les usages de la haute bourgeoisie. Un jour, il eut l'idée de constituer un dossier pour que son assistant intègre la première promotion d'étudiants de la faculté. Il appuya une demande d'équivalence au titre des années de pratique passées à ses côtés et lui obtint une bourse d'études. Ali ne l'avait jamais formulée en ces termes, mais c'était manifestement un rêve qui s'offrait à lui. Le docteur Darwish s'interrompait parfois dans son récit, comme s'il avait peur d'en perdre le fil. Ali se débrouillait bien durant les 2 premières années, surpassant même les fils de notables qui avaient fréquenté de bonnes écoles du Caire ou d'Alexandrie. Puis il commença à développer certains troubles, d'abord moteurs, puis cognitifs, qui inquiétèrent le médecin. Bien que précoce pour son âge, les symptômes rappelaient ceux de la maladie de Huntington, diagnostic conforté par la description de vraisemblables antécédents familiaux. Il apparut rapidement qu'il lui serait impossible d'exercer la médecine. Ali n'avait pas eu besoin qu'on le lui dise. Il avait pu observer la progression de la maladie chez sa mère et savait à quoi s'attendre. Le médecin essayait de lui trouver des tâches qui restaient à sa portée, mais il demeurait difficile d'aborder le sujet avec Ali. Il avait trop de fierté et ne voulait pas être pris en pitié. Au début de l'année 1997, on avait retrouvé Ali noyé dans le Nil. Il était impossible de dire s'il s'agissait d'un choix désespéré ou d'un bête accident. Ces troubles moteurs s'étant brusquement aggravés au cours de l'année précédente. Je comprenais que la première hypothèse emportait malgré tout la conviction du médecin. Ne sachant pas quel était mon lien avec Ali, il semblait manier ses mots avec une précaution chirurgicale. Il ne faut pas le condamner, vous savez. Chacun gère la maladie comme il le peut, et Ali a démontré beaucoup de courage. C'était un bon garçon, très appliqué. Je suis heureux que quelqu'un s'en préoccupe aujourd'hui. Je ne lui connaissais aucune attache. Nous l'avons enterré comme il se doit. J'ai obtenu de la faculté qu'elle couvre une partie des frais. Votre grand-mère, Dieu et son âme, a également contribué. Je crois qu'il lui rendait visite lorsqu'il était de passage au Caire. Il m'avait une fois transmis ses salutations. À ce propos, j'ai appris de Tarek que vous étiez en période de deuil.
Je m'en veux d'y ajouter cette mauvaise nouvelle. Il devait se retirer, mais m'invitait à le rappeler en soirée si j'avais d'autres questions à lui poser. Quelle autre question aurais-je eu à lui poser? Je le remerciai et raccrochai. Je me souvins des lettres dans lesquelles Ali avait glissé des allusions à sa mère que je ne comprenais pas. Je revis l'urgence dans tes yeux lorsque tu avais quitté l'appartement de Mémie après leur découverte. J'imaginais le vide qui s'était emparé de toi lorsque tu avais appris la nouvelle, quelques instants à peine avant moi. Tu avais quitté le Caire pour retrouver l'être qui t'était le plus cher, et il venait de mourir pour la seconde fois. Alors, arrêtons un moment sur ce passage. Bien sûr, ça n'est qu'une impression de lecteur, mais je ne sais pas si ça vous rappelle pas une autre œuvre, La mort dans le Nil, suicide ou mort accidentelle, l'histoire entre hommes, avec un beaucoup plus âgé et le plus jeune qui disparaît, la douleur de celui qui reste et qui va l'habiter pour le restant de sa vie. Bien évidemment, on ne peut pas ne pas songer à Yourcenar et Mémoires d'Adrien, bien entendu. Alors, je pense qu'il a dû le lire, c'est pas possible, même s'il nous dit qu'il ne lit pas beaucoup, il suffit qu'il ait lu les bons livres. Mais c'est vraisemblable qu'il y a ici un petit rappel, quand même, d'un grand texte. Dernier extrait. Avant-dernier. Non, on m'a dit passons au 15 maintenant. Ah zut, je Rolix. Oui. Dans un ultime effort, tu tentas de comprendre ce qui avait pu conduire à ce simulacre de mort 15 ans plus tôt. Ton esprit tâchait de recréer la conversation qui avait scellé votre histoire, le pacte occulte qu'avait dû passer Ali avec ta mère. Tu étais désormais aussi démuni que moi, contraint d'échafauder ces scènes que tu n'avais pas vécues, mais qui avaient forgé ta destinée. Tu imagines ta mère se rendant sur ce Mokattam qui lui était parfaitement inconnu, poussant du coude la porte d'une maison où tu avais si souvent mangé, n'attendant pas qu'on l'y invite pour poser sur une chaise son manteau de fourrure. Quel mot avait-elle prononcé pour le convaincre de disparaître? Avait-elle menacé, soudoyé? Il n'était pas de ceux qui se laissent dicter leur conduite. Alors quoi? Lui avait-elle dit qu'il n'aurait pas de chance de devenir médecin qu'en obtenant un diplôme? Peut-être. Qu'il mettait en péril ton couple, ta réputation, ta famille? Certainement. Que c'était la seule chose à faire s'il t'aimait vraiment? Se peut-il qu'elle ait employé le verbe aimer pour décrire le lien qui vous unissait? Il aurait pu se contenter de mettre un terme à votre relation, invoquant un quelconque prétexte avant de disparaître. Mais il se doutait bien que tu ne l'aurais pas laissé partir, et que même s'il y parvenait, tu ferais tout pour le retrouver. Ta mère était forcément arrivée à la même conclusion, car il ne faisait aucun doute que cette mise en scène portait sa signature. La fausse mort, le vrai départ, l'espoir que son fils reviendrait à la raison. Avec sa minutie habituelle, elle avait nécessairement pensé aux moindres détails de son plan avant de convaincre Ali d'y prendre part. Cette situation était devenue intenable pour lui comme pour toi. Ce décès simulé devenait la seule issue. Il n'avait fait qu'accepter la main qui lui était tendue. Plus tu y pensais, et moins tu parvenais à lui en vouloir. Après tout, au nom de quoi aurait-il refusé? Du travail que tu lui offrais? De vos clandestines amours sans lendemain? Le déséquilibre de vos existences t'avait donné le sentiment d'être son bienfaiteur. Mais après tout, qu'avais-tu fait pour lui? Du médecin, il n'était que l'assistant. De l'homme, l'amant. Tu l'avais cantonné à des miettes de ton existence, des seconds rôles sans ambition. Tu n'avais jamais renoncé à quoi que ce soit pour lui. Tu avais simplement partagé un peu de ton présent étouffant, là où ta mère lui offrait un avenir. Tu en vins à te demander si, en fin de compte, elle ne s'était pas montrée plus généreuse que tu n'avais su l'être à son égard. On découvre ici la misère de Tarek comme il la découvre lui-même. Comme il prend conscience de son égoïsme et de sa mesquinerie, dans ce qui aura été le grand amour de sa vie. Tu l'avais cantonné
à des miettes de ton existence, des seconds rôles sans ambition, tu n'avais jamais renoncé à quoi que ce soit pour lui. Le constat est amer et cruel pour Tarek. Ce qui aurait pu être le chef-d'œuvre de sa vie n'a été qu'une liaison clandestine, inaboutie, du fait de son égoïsme, de son manque de générosité, de son manque de courage. Notons aussi la faiblesse, encore une fois, la fragilité des hommes face au sens pratique des femmes, qui, somme toute, n'est pas dénué de générosité. Un mot peut-être pour Ali, qui ne cesse de prendre en grandeur dans le roman. Ali, j'ai fait des recherches, signifie noble, exalté, supérieur, élevé. Et là, on a la réalisation du prénom. Les prénoms ne sont pas choisis par hasard, bien entendu. Tu as certainement pleuré en apprenant la nouvelle. Mais c'est comme si je ne parvenais plus à imaginer ta vie à partir de ce moment précis. Je me l'étais figuré jusque-là en assemblant de mon mieux les récits contradictoires de Fateya et les rares photos de toi, les lettres d'Ali et les sous-entendus dans lesquels avait macéré mon enfance. Je m'étais créé ce père que la vie m'avait refusé et qui évoluait dans une existence parallèle où je n'étais pas admis. Au début, je l'avais fait pour moi, convaincu qu'il ne pouvait résulter de cette équation à mille inconnus que l'être grandiose qui manquait à ma vie. Et puis, sans vraiment m'en rendre compte, j'ai commencé à le faire pour toi. Comme on se bat au nom d'un père que l'on insulte dans une salle de classe, comme on réhabilite un homme qui n'est plus là pour se défendre, comme on soutient inconditionnellement un proche. Et pourtant, qu'avais-tu d'un proche pour moi? Tu en étais plutôt l'exact opposé, un lointain. Voilà, tu étais pour moi un lointain auquel, inexplicablement, je tenais. La somme de mes déductions avait fini par raconter une histoire, la tienne. Ou pour être exact, mon histoire de toi. Elle s'était transformée en une vérité à la fois splendide et fragile, une statue immense aux pieds de fer et d'argile, comme je n'aurais pas cru qu'il s'en trouve ailleurs que dans les pages aux tranches dorées du missel de Mémie. Tout cela venait de prendre fin. Il me semblait désormais que la moindre supposition additionnelle pouvait faire voler en éclats cette instable vraisemblance. Aussi, j'ai cessé d'inventer. Je me trouvais incapable de me mettre davantage à ta place, de savoir si tu avais décidé d'aller fleurir la seconde sépulture d'Ali, de me figurer ce qui, du désespoir ou de la colère, avait fini par l'emporter au fond de toi. As-tu envisagé de le rejoindre dans ce Nil qui te l'arrachait une nouvelle fois? Ou bien la vie t'était-elle au contraire devenue cette violente évidence à laquelle désormais tu ne pouvais plus te soustraire? As-tu cherché à reconstituer ce qu'avait été sa vie à Sohag, ou es-tu rentré sans délai sauver ce qu'il restait de la tienne à Montréal? Je cesse à présent d'écrire ta vie, parce que les mots ne peuvent pas tout. Ils ne peuvent pas ramener de la mort ceux qui nous ont quittés. Ils ne peuvent pas guérir les malades ou résoudre les injustices. Tout comme il est absurde de prétendre qu'ils déclarent des guerres ou y mettent fin. Dans un cas comme dans l'autre, ils ne sont au mieux qu'un symptôme, au pire un prétexte. Je cesse d'écrire ta vie parce qu'elle ne m'appartient pas, parce qu'elle ne résulte que d'un alliage improbable entre ta malchance et tes mauvaises décisions, parce que le dernier des malheureux n'en voudrait pas, parce qu'on ne peut pas combler une absence par des phrases. Je cesse d'écrire ta vie, parce qu'elle a été malmenée par trop de mensonges pour que j'y ajoute même de bonne foi les miens. Je cesse d'écrire ta vie, parce que j'ai besoin que tu me la racontes. Alors, nous en arrivons à la conclusion. Bon, ce roman, c'est la reconstitution de la figure du père à partir de non-dits, à partir d'épisodes censurés, de vide, de silence. C'est aussi la construction d'un être fragile, à la fois proche et lointain, un être à qui il a manqué le courage de dire non et qui a préféré la fuite. Ce récit est aussi l'itinéraire d'une quête,
d'un personnage qui reste dans l'ombre, en retrait, et que Chakour, curieusement, mentionne assez peu. Dans ses entretiens, je veux parler du fils. Le fils joue un rôle un peu secondaire dans les commentaires, on finit un peu par l'oublier. Et pourtant, c'est lui qui construit. C'est lui qui construit le toit, c'est lui qui construit le moi, c'est lui qui construit le nous. Et Rafik, au passage, le compagnon, l'ami intime, étymologiquement. Ah, le sens. Oui, le sens Le du sens prénom de Rafik, oui, Ah. l'ami intime, oui. Et son étonnante acuité intellectuelle, sa maturité et son opiniâtreté finissent par aboutir. Il va retrouver ce père qu'il s'est fabriqué, ce père qu'il s'est reconstitué. Il a 17 ans. Merci de votre attention. Alors, Je crois que tu as commencé en disant que c'était un coup de cœur, et je crois du coup qu'il a personnellement été aussi un coup de cœur, et je crois que toutes les personnes à qui j'ai donné ce livre ont réagi toujours vraiment très très positivement à ce texte. Oui, on y Je pense reste. qu'il y en a beaucoup parmi vous qui l'ont lu, et qui est un texte vraiment marquant. Bien sûr, on n'y reste pas indifférent, oui. Ouais. Non. J'avais lu juste pour un truc, attends, je pourrais avoir- Je trouvais que vous l'avez vraiment bien servi en mêlant des passages, j'ai lu un peu de fois, aux explications que tu donnais, ça ne pouvait pas être plus juste. Bon, ben merci. Merci. On essaie de faire au mieux pour servir le texte. Je vous dis, pour moi, ce que j'avais beaucoup admiré, tout de suite, ça a été le passage sur la rumeur, qui m'avait semblé vraiment être un chef-d'œuvre, en fait, de plan littéraire. Je me suis dit, on sent que c'est fort, que c'est réussi. Il n'y a vraiment rien à enlever. Puis moi, j'aime le style sobre, j'aime le style aussi sec, j'aime la... Bon, je n'aime pas le ressassement, et là, on passe très vite. On n'en dit pas trop. Puis après... Il y a un moment, en illustrant Ouais. d'ailleurs avec par les musiques, et moi il y a quelque chose, et surtout à la lecture, qui m'est apparu frappant, c'est quand il passe du tu au je. Oui. En 2 phrases, et c'est comme, ça m'a pas fait penser au problème musical quand on passe d'un ton majeur à un ton mineur. Il suffit d'une note, et vous passez dans un autre ton. Oui. Et là, j'ai ressenti exactement ça. Quand on passe du tu, et tout d'un coup, il dit je. Oui. Il y a une Et rupture. on est une rupture terrible. Oui. Et c'est très bien fait. Ah oui, Vraiment oui. de rire d'une phrase. quoi. Oui. Ouais, c'est super. Et c'est magistral, grâce à son économie aussi, et l'économie du Et par texte. exemple, la personne qui les avait posées là, par les lettres, Oui. savait ce qu'elle faisait. En les posant là, je savais ce que je faisais. Voilà, le Ça, passage. c'est Oui. vraiment le passage là. Oui, après, le passage que nous avons lu aussi, Oui, oui. mais je le Et le reprends jeu parce est en que italique dans le texte. Le jeu savait ce que je, italique, Voilà. Ouais, faisait. ouais. Et c'est vraiment une espèce Ouais. de biais d'écart là. qui Oui, bien sûr, oui. est basculé dans un autre ton. Bien sûr. Oui. Ouais, j'ai trouvé que c'était Ah, c'est un très beau passage. Ouais. Et je vous dis, c'est une sorte de jeu, la mise en scène aussi. Il y a quelque chose, un peu comme au théâtre, ou dans un roman policier, on se demande comment va-t-il Oui, réagir. oui, ça, oui. Et on voit que c'est le fils là qui reprend la main, c'est-à-dire qu'on voit que c'est lui qui a toutes les cartes en main pour... Et oui. Ce qui est très réussi aussi, c'est d'avoir évité tous les lieux communs. On pouvait tomber en le roman sur l'homosexualité, Bien sûr. le roman sur l'orientalisme, le roman sur le pouvoir des femmes dans un monde Oui. arabe. Il y avait plein de choses trappes. Oui. Et il a su ne pas tomber dedans. Ah oui. Oui, il navigue très très bien dans au milieu de tous ces écueils possibles. C'est vrai que c'est très fort. Est-ce qu'ils vont en écrire d'autres? Il n'en parle pas. Il n'est pas écrivain de profession. Il ne parle pas. On ne sait pas trop. Il est dans une forme d'indétermination pour l'instant. On ne sait pas trop s'il va persévérer dans la littérature. Il semblerait, si j'ai bien tout compris, qu'il ait abandonné la banque. Ben, j'ai cru comprendre dans un entretien qu'il a abandonné la banque. Et donc, on peut légitimement penser
Alors, il ne dit pas tout, il y a encore des silences, encore des non-dits. On peut légitimement penser qu'il va s'orienter vers la littérature. Mais enfin, pour l'instant, il est très occupé à commenter ou à rencontrer le public qui a lu son livre. Beaucoup de jeunes, et puis il a fait là aussi la tournée des librairies. C'est étonnant d'ailleurs qu'on ne l'ait pas eu à Tours, à ma connaissance, alors qu'il est venu à Nantes. Il est venu, oui, je sais qu'il est venu à Nantes, dans cette grande librairie, là, comment s'appelle-t-elle, qui est sur les deux côtés de la rue, là. On parle bien de la même. Et puis, sinon, il y a un grand entretien qu'il a accordé à la librairie Mola. Il y a 1 heure d'entretien à Bordeaux, la librairie Mola, Poissard, voilà, c'est j'ai retrouvé, à Nantes. Et c'est curieux qu'il ne soit pas venu à Tours, c'est dommage. Mais, cela dit, il viendra peut-être. Enfin, pour l'instant, il n'a pas été question, pour en venir à ce que nous dit, il n'a pas été question de projets, de nouvelles parutions en perspective. Bon. Encore une fois, c'est quelqu'un qui écrit pour le plaisir, qui écrit pour le plaisir de raconter, un peu comme je crois un musicien amateur, ou, bon, un peintre, mais bon. Est-ce qu'on sait si son roman a été traduit dans beaucoup Oui, de langues? alors son roman a été traduit en une 15aine de langues. J'ai vu qu'il existe une traduction allemande, et je l'ai recommandé à des amis de là-bas. Et il est traduit, alors, il est traduit en arabe, il doit être traduit en arabe. Il est déjà intervenu donc au Maroc pour présenter son livre. C'est plutôt pas mal quand même au Maroc, mais le Maroc c'est un curieux pays pour toutes ces questions-là. C'est à la fois officiellement réprimé, mais bon, cela dit, il y a pas mal d'exceptions quand même. Et ce qu'il espère, évidemment, c'est pouvoir le présenter en Égypte. En Égypte. Alors, évidemment, ça va être plus délicat. Cela étant, l'homosexualité n'existe pas dans les lois en Égypte. Elle n'existe pas dans le code pénal. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est, ça n'existe pas. Donc, après tout, on ne peut pas condamner ce qui n'existe pas. Là, soyons logiques. Donc, il espère beaucoup, évidemment, pouvoir le présenter en Égypte. D'autant que cette Égypte, il ne la connaît pas, lui. C'est l'Égypte de ses parents. Il ne cesse de répéter que cette Égypte, il l'a reconstituée, en fait. Un peu comme dans le roman, il a passé son temps à reconstituer à travers les récits familiaux. Ce sont ses parents qui avaient quitté, donc l'Égypte, à l'époque de Nasser, je pense, et donc, lui ne la connaît qu'à travers. Et... il n'a jamais vécu. Non, il n'a jamais vécu. Il y est allé une 15aine de fois en tant que touriste, mais évidemment, l'Égypte ne cesse de se modifier, ça ne cesse d'effacer les traces de ce passé de l'Égypte cosmopolite. Récemment, j'ai lu donc, je me suis intéressé au sujet, j'ai lu que c'est en 2020 ou 2024, enfin j'oublie, enfin c'est très récent en tous les cas. Et il y a la ville d'Héliopolis. Héliopolis, c'est à peu près 45 km, je pense, et du Caire, et qui avait gardé des beaux restes du passé colonial. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de jardins, il y avait beaucoup de plantations, de palmiers, il y avait beaucoup de verdure en tous les cas. Eh bien, le gouvernement a décidé très démocratiquement de raser carrément 40 hectares de verdure. 40 hectares de verdure, ce qui faisait le charme évidemment d'Héliopolis, pour y mettre d'immenses autoroutes. Ils n'ont même pas prévu en plus les passages protégés pour les résidents, qui voient évidemment toute leur verdure disparaître, vont se retrouver avec ces routes évidemment sans armes, et tout ça pour permettre d'évacuer en quelque sorte vers la périphérie le trop-plein d'habitants du Caire. Mais, souci pratique, et l'Égypte ne cesse de se transformer de cette manière. Quand il va en Égypte, chaque jour, il raconte, mais cette pâtisserie que m'avaient décrite mes parents, ben, elle est où? Oui, c'est bien à cette adresse-là. Cet immeuble, cette école, il ne reconnaît plus rien parce que tout a été remplacé par des bâtiments impersonnels, des bâtiments sans armes. Ce qui semble une permanence, par contre, dans ces retours en Égypte, ce sont les odeurs. Ah, les odeurs, alors voilà. C'est ça il avait lu le passage d'ailleurs, et ça c'est vraiment... Tout ce que je sais de toi, sans l'ail et l'anis. Voilà. Et c'était le titre qu'il pensait donner à l'origine, et il s'était amusé, ça l'amusait beaucoup de donner ce titre. L'éditeur lui dit non, c'est pas possible, tu sais, c'est pas très porteur, c'est pas très vendeur. Cela dit, ça l'amusait beaucoup parce que ce que j'essaie de toi, sans l'ail et l'anis,
C'est un alexandrin. Et un alexandrin au Caire, ça pouvait... Bon, c'était plutôt bien. Il était très content de sa trouvaille. Mettre un alexandrin pour évoquer le Caire, ça semblait vraiment pour lui une trouvaille amusante, un petit clin d'œil au lecteur, mais bon, l'éditeur a bloqué. Il habite toujours au Canada. Oui, il habite toujours au Canada, il habite toujours à Montréal. C'est là qu'il est fixé, donc... Mais je vous dis, l'Égypte, il n'y va qu'en touriste, et en touriste qui cherche évidemment à retrouver les traces de ses parents, oui. Mais bon, à chaque fois c'est déçu, puisque le Caire se transforme, c'est bien tout compris. Il y a aussi, tu as mis, tu nous as donné un extrait musical, tu aurais pu donner une chanson de Dalida. Eh bien, j'y avais pensé, j'avais pensé vers la fin, évidemment, mais bon... présenter, c'est aussi un renoncement, hein, comme et oui, il fallait sélectionner des passages. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des chansons de Dalida qui sont citées, et bien entendu, le texte même de la chanson. Bien entendu, oui. Mais c'est vrai que ça aurait été intéressant. Mais bon, J'avais une interrogation oui, quand même. oui. Je pensais justement Oui. qu'elle allait trouver une réponse, mais elle ne l'a pas trouvée. A envoyé la photo de Tariq à son père. Non, de Rafik. mais c'est Rafik lui-même. C'est Rafik lui-même. On comprend que c'est Rafik lui-même qui essaye de retrouver son père. Alors, il s'y prend d'une façon un peu étrange. Il prétend qu'il est journaliste et donc il envoie une lettre à son père pour demander de rencontrer le médecin, le docteur, donc là-bas, au Canada. Et il envoie une photo. Et le père ne réagit pas tout de suite. En revanche, le secrétaire dit, enfin voyons, vous avez déjà vu un journaliste envoyer sa photo pour demander un entretien. C'est un peu curieux quand même. Mais ça ne lui met pas la puce à l'oreille. Non, pas pour autant. Alors, ce qu'il y a, c'est que je vois la question que tu posais, parce Oui. qu'à la fin, quand Ouais. le père arrive, Oui. il a rendez-vous dans ce Oui. discours, et il arrive et il lui dit Rafik. Oui. Ce qui veut dire qu'il sait qui il est. Ah oui. Or, lui ne l'avait pas dit, donc il le sait par qui. Ah ben ça, C'est là. ça on ne le sait pas. Et ça, c'est là où on peut supposer que c'est la sœur. Enfin, moi, je pense, mais on Peut-être peut. la sœur qui d'ailleurs lui avait rendu visite pour lui dire, et finalement elle ne lui a pas dit. n'a pas réussi à lui dire. Non, elle n'a pas réussi à lui dire parce que le climat confiance n'y était pas, semble-t-il. Enfin bon, Ouais, donc, à mon avis, pour qu'il sache son nom, c'est que quelqu'un lui a dit. peut-être encore Fatiha, qui joue Ou Fatiha. on ne sait pas trop. Mais vous voyez, c'est ça aussi le charme de ce roman, de ne pas tout nous dire, et de nous laisser et faire des hypothèses, enfin, il faut des hypothèses. Il y a un personnage, je trouve, qui est un peu en retrait, alors qu'il pourrait être important, c'est la femme, Mira. Mira, bien sûr, oui. Mira, elle est... Bah, elle est présentée un peu comme victime, elle est présentée un peu comme... oui, et c'est surtout quelqu'un qui ne lui dit rien, c'est-à-dire qu'elle ferme les yeux sur la situation, Ouais. elle préfère s'enfermer dans la boulimie, en fait, puisque c'est ça dont il est question. Non, c'est ça dont il est question, parce qu'en plein, il y a ce côté des placards. Mais elle vide les placards, mais vous avez le javel pour enlever les odeurs de vomissure, tout simplement. C'est la boulimie, c'est-à-dire qu'elle compense en quelque sorte son chagrin, son désespoir amoureux, en se rouant sur la nourriture. Et donc le vomissement, et donc la javel. Et donc, oui, C'est la question, l'histoire de javel. C'est pas, on dit pas ça comme ça. non, c'est de la boulimie. C'est de la boulimie, donc pour elle, c'est la réaction, mais elle n'en parle pas. Il n'y a aucune scène, et encore une fois, les silences, les non-dits. Oui, c'est très fort, ça. Oui. Oui. Merci beaucoup. Bon, c'était avec plaisir.